Bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame, avec le réseau des radios RCF. Alors nous accueillons aujourd'hui Bernard Debré qui a été ancien ministre de la Coopération, qui est aujourd'hui député Les Républicains de Paris, qui a été aussi maire d'Amboise. Bernard Debré, bonjour. Bonjour Dominique Gerbeaud. On va vous interroger, 3 journalistes vont vous interroger sur l'actualité, sur la présidentielle et tout ça. Corinne Laurent de La Croix. Bonjour. Bonjour. Alain Baron de Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Masneau de RCF. Bonjour. Alors une première question liée à l'actualité, il y a un phénomène qui se répand un peu maintenant, qui est ce phénomène des nuits debout, avec des gens qui se réunissent toutes les nuits. Comment vous interprétez, quelle est votre lecture de ces rassemblements à Paris, mais aussi en province? Une grande angoisse. Une grande angoisse qui s'est répandue et qui se répand encore en France. C'est essentiellement en France. Ça a eu lieu dans le même genre, un peu dans d'autres pays, en Italie et en Espagne. Cette grande angoisse, c'est secondaire à la coupure qui existe entre les politiques et les citoyens. Alors bien entendu, il y a beaucoup d'utopie. Il y a énormément d'utopie. Mais en France, il y a une particularité, c'est que Nuit debout a été happée, a été prise par l'extrême gauche. Et on voit la radicalisation, on ne peut pas dire autrement, avec des casseurs qui sont arrivés. Et c'est un autre phénomène, puisque ces casseurs viennent non seulement de France, mais d'ailleurs, et ils sont là pour casser, pour blesser, pour détruire. Et Nuit debout n'a pas su faire la différence, les expulser. Une question de Romain Masneau de RCF. Au-delà des casseurs, il y a des expressions politiques nouvelles qui apparaissent avec Nuit debout. On a vu aussi il y a quelques années avec les veilleurs, c'était un peu différent, mais il y avait aussi une dimension politique lors du débat sur le mariage pour tous. Comment structurer cette demande de politique qui s'exprime autrement? Est-ce que les partis sont appelés à se transformer pour rejoindre les jeunes notamment, qui ne se retrouvent pas forcément dans les partis? Bien entendu, nous sommes à une période extrêmement intéressante puisque nous avons maintenant Internet et nous avons une nouvelle politique qui est en train de se développer. Je vous donne un exemple. Quand vous voulez faire une lettre ouverte A, qui que vous soyez droite-gauche, vous faites une lettre ouverte, s'il est intéressante, vous touchez quoi? 500 000 personnes? Vous avez un parti politique qui touche 500 000 personnes? Ça n'existe pas. Et donc vous avez une autre façon de s'exprimer. Alors évidemment, cette façon de s'exprimer, elle est débridée, c'est une bonne chose, tout à fait libre, mais souvent totalement utopique. Et encore une fois, on le voit avec Podemos en Espagne, où il y a l'utopie qui a pris... Ça s'est transformé en parti, en l'occurrence, là, en Espagne. Oui, parce que c'est forcé. À un moment donné, pour se faire élire, on est forcé de se regrouper. Mais c'est une apparition d'une nouvelle expression politique. Et c'est vrai qu'en France, les partis politiques sont très à la traîne. Moi, je vois mon parti politique, les Républicains, nos militants sont des militants âgés. Qu'est-ce qu'il faut inventer, alors, justement? Eh bien, je crois qu'il faut inventer une nouvelle politique par l'intermédiaire de ces réseaux sociaux. Et peut-être aussi avoir de nouvelles idées. Ça, c'est autre chose. Une question, on en parlera des nouvelles idées tout à l'heure. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Pour revenir sur les casseurs, quand même, beaucoup de gens, pas simplement dans l'opposition, disent que le gouvernement est trop laxiste et ne réagit pas suffisamment. C'est votre analyse aussi? C'est évident. Écoutez, quand vous avez des casseurs qui se promènent, je dirais, de façon totalement libre, qu'ils vont casser, abîmer, casser du gendarme et du CRS, encouragé en ça par la CGT. Vous avez vu les 2 affiches de la CGT. Et que le gouvernement ne fait pas grand-chose. Finalement, ces casseurs sont assez connus, pour beaucoup d'entre eux. Et il aurait été quand même préférable de les mettre de côté. Et je voudrais dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Quand vous avez parlé tout à l'heure des veilleurs, oui, ils ont été immédiatement expulsés, je ne dis pas incarcérés,
mais presque, panier à salade, etc., comme s'ils allaient déranger la ville entière, et une nuit debout, et avec tous les casseurs qui sont autour, il ne se passe rien. Corinne Laurent, de la Croix. Corinne. Oui, enfin, la police est mise en cause pour certaines répressions de manifestations, notamment par la CGT qui fait des affiches assez hostiles au comportement des policiers. Ce pourrait être une objection à ce que vous dites. Non, je ne peux pas accepter ces affiches. Je ne vous souhaite pas d'être à la place des policiers. Mais quand vous êtes à la place des policiers ou des CRS, que vous recevez des bombes agricoles, des cocktails Molotov, des pavés, que vous avez des blessés autour de vous, il ne faut pas accuser la police d'être un peu réactive. Surtout qu'elle a quand même beaucoup de blessés, et des blessés graves. Alors, vous savez, je trouve qu'en face, il n'y a pas beaucoup de blessés, heureusement. Mais le gouvernement a donné des instructions pour que tout le monde soit le plus calme possible au niveau de la police. Et ça, il a raison. Vous savez pourquoi ? La peur d'un mort. D'ailleurs, je suis assez surpris. Il y a eu un mort qui était Malek Oussekine. Ça a été dramatique. Il y en a eu un autre à Sivens. Il ne s'est rien passé. Quand il y avait un gouvernement de droite, il y a eu des centaines de milliers de personnes dans la rue pour déplorer ce mort, et je le déplore. Mais quand il y a un gouvernement de gauche, personne. N'y a-t-il pas une forme de paradoxe par rapport à l'état d'urgence ? Est-ce que vous souhaitez son prolongement le 26 mai, alors que l'Euro de football débutera quelques jours plus tard ? Évidemment. Alors, il n'y a pas de paradoxe parce que les manifestations sont autorisées pendant l'état d'urgence. Donc on peut manifester. Mais je voudrais attirer l'attention sur un phénomène très curieux. On interdit aux lycéens d'aller fumer une cigarette dans la rue, donc de sortir de leur lycée, parce qu'il y aurait un danger terroriste et qu'ils seraient des cibles. Mais place de la République, on peut être plusieurs centaines, peut-être parfois plusieurs milliers. C'est pas une cible, et donc on l'autorise. 2 poids, 2 mesures. Et puis enfin, quand on voit qu'il y a tous ces casseurs en état d'urgence, ça peut poser quand même des problèmes. Alors oui, je demande la poursuite de l'état d'urgence. Nous sommes en guerre. C'est le gouvernement, Manuel Valls, qui l'a dit, tout le monde l'a dit, nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre et qu'on reçoit des millions de personnes, des milliers, des centaines de milliers de personnes pour l'Euro de football, il est normal qu'on prolonge l'état d'urgence. Pour prolonger, moi, la question de Corinne, sur quels critères va-t-on pouvoir arrêter justement l'état d'urgence, à votre avis ? Quel serait pour vous le bon critère ? C'est ça qui est très difficile. L'état d'urgence, il faut bien comprendre que ça donne des moyens à la police qu'elle n'a pas en état normal. La guerre ne sera pas arrêtée demain matin. Le terrorisme est une menace qui perdure. Il faut donc qu'il y ait une surveillance tout en respectant la liberté des uns et des autres. Alors l'état d'urgence respecte-t-il la totale liberté des uns et des autres ? Pas forcément, mais c'est un mal nécessaire. Alors nous devrions l'arrêter, et je serai pour, et je voterai pour, qu'on l'arrête après cette manifestation de l'Euro de football. Une question de Romain Masneau de RCF. La loi El Khomri, autre sujet, telle qu'elle a été modifiée pour l'instant avec la surtaxation des CDD, la suppression du plafonnement des indemnités prud'homales, etc. Est-ce que vous trouvez que ça va trop dans le sens des salariés, pas assez dans celui des entreprises ? Est-ce que vous pourriez encore la voter aujourd'hui et à quelles conditions ? Je ne la voterai pas. C'est pas dans le sens des entreprises et des salariés. C'est absolument un non-sens. On sait que 85% des embauches à l'heure actuelle se font en CDD. Certains, et même un certain nombre,
sont transformés au bout de 5-6 mois en CDI. Vous imaginez le chef d'entreprise qui va dire « Ah ben c'est bien, on va me taxer mes CDD, je vais pouvoir embaucher plus facilement ». C'est absurde, mais c'est un non-sens économique, un non-sens. Et puis, quand on parle aussi de non-sens, vous savez que dans les très petites entreprises, il n'y a pas de représentant syndical. Et là, ça va être un représentant syndical, quand il faudra négocier, qui viendra de l'extérieur pour négocier au nom de quoi? Au nom des ouvriers, des employés. Il ne connaît même pas l'entreprise. C'est un non-sens, c'est donner, encore une fois, plus de pouvoir à ces syndicats. Regardez la CGT. Il y a quand même des choses à sauver dans cette loi. Le CPA, par exemple, le compte personnel d'activité pour la formation. Oui, si on ne le modifie pas trop. Parce que ce dont j'ai peur, et j'en arrive, c'est les 5000 amendements, communistes et autres, qui vont complexifier cette loi El Khomri, cette loi travail, tellement la complexifier qu'on ne la reconnaîtra plus. Et on va, encore une fois, complexifier le code du travail. C'est absurde. Absurde. Une question d'Alain Baron. Vous pensez vraiment que le processus va aller jusqu'au bout et que cette loi sera adoptée? Écoutez, je n'en sais rien. Je sais qu'il y a un certain nombre d'hommes de gauche, qui se disent d'hommes de gauche, des socialistes, les frondeurs, une quarantaine, qui ont dit qu'ils ne voteraient vraisemblablement pas. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'il va y avoir une élection présidentielle et des élections législatives. Et François Hollande, son équipe, convoque les frondeurs les uns après les autres pour leur dire « Tu veux vraiment voter contre? Ah oui? Et tu veux l'investiture pour te représenter? Ah, ça va poser des problèmes. Il y a un chantage et on le sait. » Donc, Corinne Laurent, La Croix. Vous êtes un soutien de François Fillon dans le cadre de la primaire de la droite et du centre. On parle de la loi travail, du projet de loi travail. Que veut-il dire quand il définit un objectif de plein emploi? Puisqu'il faut, cette loi travail est censée faciliter aussi la création d'emplois. Pourquoi n'utilisons pas des mots qui, vis-à-vis de la loi travail, ne veulent rien dire. Je vous l'ai dit, comment voulez-vous qu'on facilite l'embauche quand on surtaxe les CDD? Comment? Mais rien que ça, rien que ça. Il y a en plus une complexification absolument invraisemblable. Ce que François Fillon, que je soutiens, voudrait, c'est justement libérer les entreprises. Vous avez l'auto-entreprise qui a été développée par Hervé Novelli grâce à François Fillon, qui a montré qu'elle pouvait marcher. Développons un peu plus l'auto-entreprise pour qu'on puisse demander aux jeunes et aux moins jeunes de développer leur entreprise. L'alternance, évidemment qu'il faut faire de l'alternance pour faire de l'enseignement. Et il faut qu'il y ait cette liberté qui revienne. Et quand on regarde le programme de François Fillon, tout le monde s'accorde à dire que c'est un programme qui est un bon programme. Alors évidemment, la question qu'on peut nous poser, que vous auriez pu me poser, c'est, mais dites donc, ça va être extrêmement difficile à mettre en œuvre, puisqu'on voit déjà que pour la loi El Khomri, c'est difficile, et les gens dans la rue, mais oui. C'est pas une utopie, le plein emploi? C'est pas une utopie, parce que le plein emploi, il existe maintenant en Allemagne et en Angleterre. Le plein emploi, c'est entre 4 et 5% de chômeurs, avec un temps d'attente au chômage entre 3 et 6 semaines. C'est ce qui se passe dans un certain nombre de pays. C'est pour ça que nous sommes en retard. C'est pour ça que nous sommes à la traîne. C'est parce que quand on regarde les autres pays, qu'ils soient des pays de droite ou de gauche, ils ont maintenant fait des réformes de fond et ils vont vers le plein emploi. Une question de Romain Masneau, de RCF. Est-ce que le salaire de Carlos Ghosn à la tête de Renault, plus de 7 millions d'euros, vous choque? Est-ce qu'il faudrait légiférer, comme le dit Emmanuel Macron, si Renault ne revient pas sur cette... Puis-je vous faire remarquer qu'il y a 7 millions d'euros de Renault, mais il y a 8 millions de Nissan. Ça fait
14, 15 millions d'euros, ça me choque. Ça me choque. Et ce qui me choque surtout, c'est que le conseil d'administration avait dit non. Et je pense que c'est peu acceptable, peu éthique. De là à légiférer, non. Parce que si vous vous mettez à légiférer sur les salaires, qu'est-ce que vous avez décidé comme salaire? Qu'est-ce qui Donc va on être s'en remet décidé? au bon vouloir des PDG. Il faut que le conseil d'administration soit suivi. Et regardez, chez Renault, le conseil d'administration avait dit non. Voilà. Et puis, la loi serait stupide parce qu'il faudrait fixer un salaire. Vous aurez alors à ce moment-là un certain nombre d'entreprises privées, n'oublions pas, privées, qui iront s'installer ailleurs. Ce n'est pas utile, mais moi j'en appelle à l'éthique. Une question d'Alain Baron, de Radio Notre-Dame. Vous disiez à l'instant, il y a des pays en Europe, de droite ou de gauche, qui réforment. Est-ce qu'en France, on voit que c'est compliqué de réformer? Est-ce qu'il est possible de réformer? Bien sûr qu'il est possible, encore faut-il le vouloir. Je voudrais savoir ce qu'on a fait comme réforme ces derniers temps. On n'en a pas fait. Et là, la loi El Khomri, qui devait être une grande réforme, parce qu'elle aurait pu être une grande réforme, eh bien, elle est édulcorée de plus en plus, et je ne sais même pas ce qui va en sortir dans quelques jours, puisque nous avons 5000 amendements, les communistes, les socialistes sont tous en train de transformer. Oui, il faut le vouloir, mais il y a une technique. On ne réforme pas un an avant une élection présidentielle. On réforme quand on arrive. C'est ce que veut faire François Fillon, et c'est ce que veut faire d'autres. On arrive, on est élu sur un programme, et on applique son programme. Et là, le problème qui se passe, c'est que, un, ce n'est pas le programme de François Hollande, et deux, il applique après, il applique cette réforme, il voudrait appliquer cette réforme 4 ans après avoir échoué. Il a échoué pendant 4 ans, et il veut faire une réforme qui n'existe pas dans son programme. C'est totalement absurde. Donc oui, on doit réformer rapidement, même si ça peut déplaire. La vérité, quelquefois, déplaît. Y compris par ordonnance? Mais bien entendu. Mais attention. Pendant combien de temps des ordonnances? Vous savez, on peut faire les ordonnances pendant 3 à 6 mois, mais entendons-nous, les ordonnances, il faut voter l'habilitation et il faut les voter à la fin. Donc, pour faire des ordonnances, c'est très important, c'est bien, mais il faut 2 votes, un au début et un à la fin. Donc, c'est pas si simple. Hein. L'ordonnance, c'est pas la République mise de côté. C'est extrêmement... Alors, c'est important, parce qu'il faut que ça soit vite fait. Et vous comprenez, quand on voit des lois comme la loi El Khomri, où il y a 5000 amendements, ça fait beaucoup. Merci de ce commentaire. Et nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens et nous nous retrouverons dans un très très court instant avec Bernard Debré, député Les Républicains de Paris. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens avec Bernard Debré, qui est ancien ministre de la Coopération, toujours député, Les Républicains de Paris, qui est un ancien médecin, comme on le sait. On est peut-être toujours médecin toute sa vie, voilà. Toujours. Et c'est justement, c'était pour introduire la question que je vais vous poser. Il est interrogé par Corinne Laurent de la Croix, par Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Et précisément, c'est aux médecins là, que je voulais m'adresser. Vous avez été aussi membre du Conseil consultatif national d'éthique pendant un certain nombre d'années. Comment vous avez réagi avec la loi de fin de vie qui a été votée donc, par la représentation nationale en tant que médecin? Et puis on peut le dire aussi, vous êtes chrétien, est-ce que ça a quelque chose qui vous a plu dans cette loi? Est-ce qu'il fallait en venir à cette loi? Alors, j'ai plusieurs casquettes parce que j'étais au Comité national d'éthique, à l'Assemblée nationale, et j'ai travaillé avec Jean Leonetti sur la loi, et puis j'ai chrétien, et puis j'ai les enfants, et puis j'ai même des petits-enfants. Et mes parents sont morts, et donc j'ai été confronté à... Je dis une chose très simple, très simple. Quand on commence comme ça, c'est que c'est très compliqué. Il est inacceptable de laisser souffrir les gens. Inacceptable. Nous avons
des médicaments pour empêcher la souffrance. Et donc ça, je crois que c'est dans notre code de déontologie, nous n'avons pas le droit de laisser souffrir les gens. Et c'est là d'où l'on doit partir. C'est vrai que quand quelqu'un a un cancer qui évolue, qui est très douloureux, quand on voit que la fin de vie arrive, on n'a pas le droit de le laisser souffrir, donc on est obligé de lui donner soit des morphiniques à base de morphine, ou d'autres produits maintenant qui sont de plus en plus efficaces. On sait que ces produits vont être donnés avec des doses de plus en plus importantes et vont entraîner non pas la mort immédiate, mais faire en sorte qu'il mourra vraisemblablement apaisé, mais plus rapidement. Alors, l'intentionnalité, c'est de lutter contre la douleur psychique, physique. Ce n'est pas d'injecter un produit, et ça je suis très opposé, d'injecter un produit pour tuer. Je crois que ce geste d'injecter un produit, c'est un geste que l'on fait souvent parce qu'on ne supporte pas de voir la déchéance d'une personne. Le mot « mourir dans la dignité », qu'est-ce que ça veut dire la dignité ? C'est le regard que nous portons, nous bien portons, sur quelqu'un, soit qui souffre, mais qu'on va empêcher de souffrir, soit qui a des anomalies, des handicaps. N'oublions jamais que cette dignité, c'est nous qui la donnons. C'est pour ça que les unités de fin de vie sont extraordinaires. Et c'est pour ça que je tire mon chapeau aux médecins, aux infirmières, aux personnes qui y travaillent, parce qu'elles savent rendre la dignité à ceux qui sont en train de mourir, en les empêchant de souffrir, mais en les aimant. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Pour rester sur les sujets de société, une des rares réformes, un des succès dont se targue le gouvernement actuel, c'est le mariage pour tous. Est-ce que la droite, revenue au pouvoir peut-être l'an prochain, pourra réformer ou a la volonté de réformer? Écoutez, moi je vais vous dire ce que je pense. Je pense que le mariage pour tous ne sera pas supprimé. On ne peut pas démarier les gens. Je pense qu'il faut trouver une spécificité un peu plus forte pour le mariage hétérosexuel et surtout une spécificité pour l'adoption des enfants. Moi, j'ai toujours été très opposé, je le suis encore, à l'adoption par des couples homosexuels d'enfants. Un enfant a besoin d'un père, d'une mère. Et je suis assez frappé par cette volonté que je comprends. Des homosexuels, hommes ou femmes, se marient, ils ont envie d'enfants. Mais il faut penser tout d'abord à l'enfant. Donc il faudra revenir sur ce point, sur l'adoption. Il faudra réécrire, abroger cette partie-là. Il faudra revoir cette partie-là parce que je trouve que c'est extrêmement délicat, difficile de dire aux enfants « Allez, vous comblez simplement un envie ». Non. Quand on a un envie d'enfant, voilà, j'en ai, on doit aimer les enfants et surtout se dire que vont-ils devenir? Et c'est pour eux qu'on vit. Romain, une autre question. Je ne sais pas si vous avez vu la tribune de Nicolas Hulot dans un grand quotidien du soir qui nous disait que voilà, ce qui manquait dans l'accueil des migrants, ce n'était pas les moyens, mais c'était la compassion. Au-delà des sentiments, est-ce que la France n'est pas capable d'accueillir quand même plus que les quelques centaines de migrants qu'elle a accueillis pour l'instant? Alors, je veux dire une chose, je ne supporte pas de voir ces morts. Je suis extrêmement peiné, triste et choqué de voir ces morts en Méditerranée. Choqué. On n'a pas le droit. Il faut accueillir. Et après? Eh bien, et après, il faut essayer de comprendre pourquoi.
et il y a une telle migration? Il y a beaucoup de raisons. D'abord, la raison de la guerre. Guerre en Syrie, guerre en Irak, guerre en Libye. Et nous ne nous donnons pas les moyens de gagner cette guerre. Nous sommes là, et c'est aussi assez choquant, avec des bombes de temps en temps, et on est assez en retrait. Une guerre, c'est moche. Une guerre, c'est sale. C'est vrai. Une guerre, c'est triste. Mais plus elle dure, plus elle est sale. Et on ne s'est pas donné les moyens. Il fallait s'entendre avec les Russes. Il fallait s'entendre avec les armées de Bachar el-Assad, malheureusement. Il fallait s'entendre avec l'Américain pour qu'il y ait une coalition et qu'on supprime Daesh, qu'on supprime l'État islamique et tous les satellites. Et en France, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour accueillir ces migrants alors? Bon, en France, on les accueille mal parce qu'on ne sait pas les accueillir. Ça choque beaucoup de gens. Mais je voudrais juste finir. Il y a d'autres migrants qui viennent pour des raisons économiques. Et ça pose un autre problème. Quand on voit arriver, et encore une fois, je ne dis pas ça méchamment, quand on voit arriver des Ivoiriens, quand on voit arriver des Béninois, quand on voit arriver des gens de l'Est de l'Europe, il n'y a pas de guerre. Mais leur pays n'est pas assez développé et ils considèrent qu'ils pourront venir chez nous parce qu'on est mieux protégé. Il faut aussi développer une politique de coopération. Alors, j'ai été ministre, voilà, qui parle. mais il faut cette politique de coopération pour aider ces pays à se développer. Et non pas, comme on l'a fait pendant très longtemps, essayer de prendre le plus possible de richesses de ces pays. J'ai essayé de me battre quand j'ai été ministre de la coopération parce que je trouvais qu'on avait une mauvaise coopération. Corinne Laurent, La Croix. Pour revenir un petit peu en arrière, juste sur un point, est-ce qu'il faut, pour régler le problème de Daesh, se rapprocher de Bachar el-Assad en Syrie? Mais bien entendu, est-ce que, quand il y a eu la Grande Guerre, nous n'étions pas nés, on s'est quand même rapproché de Staline. C'était un homme qui a tué des millions d'hommes et de femmes de son propre pays. Je ne donne pas un certificat d'honnêteté à M. Bachar el-Assad. Mais nous avons commis erreur sur erreur. Oui, M. Kadhafi était un tyran de la pire espèce. On est allé le tuer, très bien, et après? Oui, en Irak, Saddam Hussein était un tyran. On est allé le tuer, et après? Nous sommes responsables de ces guerres. Nous sommes responsables parce que nous avons voulu donner des leçons à tous ces tyrans. Il faudrait, dans le monde, tuer tous les tyrans. Je ne vais pas citer tous les pays qui ont à leur tête des tyrans, parce que d'abord, je n'ai pas une mémoire assez grande, et deuxièmement, je veux quand même encore aller opérer dans ces pays. Mais aller donner des leçons, et puis dire, on va le tuer, on verra après, ben voilà ce qui se passe. Des centaines de milliers de morts, des millions de morts. Et ces peuples-là, on les a non seulement déstabilisés, on les a tués pour beaucoup. Nous, pas évidemment nous, mais par notre politique des droits de l'homisme. Il fallait, et il faut, je crois, être plus raisonnable. Je vais vous citer juste une phrase que m'avait dit un de mes amis, qui s'appelait Boutros Ghali. Vous l'avez connu, il était le directeur général de l'ONU et il a été ministre des Affaires étrangères en Égypte. Et quand le maréchal El-Sisi a pris le pouvoir contre les frères musulmans, il a dit « Mais je vous en prie, laissez-le. Nous n'avons pas la même notion de la République que vous. Nous avons besoin d'un pouvoir fort, sinon nous tombons dans l'islamisme. » Et regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe avec notre pouvoir socialiste, mais on a fait la même chose. À qui vend-on des armes? On les vend aux Qataris,
grande démocratie. On les vend aux Séoudiens, très grande démocratie. Je pourrais ainsi continuer, mais c'est vrai qu'on ne regarde pas qui dirige un pays quand on vend des armes. Alain Baron, Oui, Radio Notre-Dame. pour revenir à la France, nous avons sur notre territoire des milliers de jeunes Français musulmans qui sont tentés par la radicalisation. C'est un sujet qui fait presque consensus, la lutte contre la radicalisation. Est-ce que le gouvernement fait ce qu'il faut ? Je ne sais pas ce que c'est que la lutte contre la radicalisation. Il faut d'abord se rapprocher des musulmans pour qu'on puisse ensemble analyser le Coran. Il y a dans le Coran des sourates parfaitement acceptables et démocratiques. Et puis, il y a des sourates, c'est pas moi qui le dis, je l'ai lu par des musulmans eux-mêmes, des sourates qui ne sont pas compatibles avec la démocratie, qui disent la religion prime sur la République. Est-ce qu'on peut accepter ? Nous sommes dans un pays laïque. On n'a pas à accepter que ces sourates soient appliquées. Et il faut demander aux imams de faire un peu de ménage dans ces sourates. Nous l'avons fait, nous, catholiques. Nous l'avons fait avec Vatican II. Nous avons regardé un petit peu comment il fallait changer, transformer. Je vous rappelle qu'il a fallu attendre Vatican II pour accepter le darwinisme et que l'évolution de l'homme, selon Darwin et la science, était refusée par la religion. Et il a fallu faire le ménage. Mais Bernard Debré, quand vous dites il faut se rapprocher des musulmans, qui doit se rapprocher ? Est-ce que c'est le pouvoir politique qui doit le faire ? Qui peut le faire ? Alors il y a deux façons de le faire. Soit un comité d'éthique, et j'en ai fait partie, et qu'on le mandate en lui disant, puisqu'il y avait des musulmans, j'ai eu Malek Chebel il y a quelques minutes au téléphone, lui il serait tout à fait d'accord. Et il le dit, il y a des sourates. Qui est Malek Chebel ? Dites-nous. Malek Chebel est un très grand philosophe français, musulman, et qui dit il y a des sourates qui sont incompatibles. Il y a dans notre Coran, dit-il, des incompatibilités absolues dans certains cas avec la République. Comment est-ce qu'on peut accepter que certaines femmes nous disent, ou certains hommes nous disent, ben dans le Coran, on a le droit de lapider les femmes. Souvenez-vous, Tarek Ramadan, qui disait, oui, on peut. Non, ben c'est incompatible. Bernard Debré, vous avez été membre du comité consultatif national d'éthique. C'est pas à lui de faire ça. Il n'a jamais eu cette mission-là. Il n'a pas cette prérogative que d'aller voir des musulmans et de leur dire votre religion n'est pas compatible avec. Mais la religion, c'est pas la religion, c'est une partie des sourates. La religion, elle est compatible quand on regarde, excusez-moi, mais quand on regarde ce qui se passait dans un certain nombre de pays en 1970, et même quelquefois avant, avec Atatürk en Turquie, avec Bourguiba, etc., nous étions dans des pays qui étaient laïques, les femmes étaient respectées, elles avaient le droit de vote, elles avaient le droit de se mettre en jupe, elles avaient le droit de vivre leur vie, et en même, extraordinaire, on avait le droit d'être laïque. Et là, on dit, ah ben non, certaines sourates priment sur la loi de la République. C'est pas possible. Romain Masneau, RCF. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut changer dans la formation des imams, dans le financement éventuellement du culte musulman ? Enfin, écoutez, il faut d'abord se dire que les mosquées doivent être payées par de l'argent français. C'est compliqué à... Non, mais c'est compliqué. Alors, on va baisser la tête, accepter que ça soit l'Arabie Saoudite, ce pays le plus démocratique sur Terre, où l'on décapite les voleurs, où les femmes sont lapidées, où il n'y a aucune liberté. On va accepter que l'Arabie Saoudite paye, que d'autres pays qui sont souvent tentés par l'intégrisme payent
nos mosquées et aussi paye nos imams. Mais enfin, il faut, que les prêches soient faits en français. Ça, c'est une première chose. 2, que les mosquées soient payées par des Français. Et à ce moment-là, on aura peut-être une chance déjà de mieux comprendre. Et puis, je vous dis, il faut qu'il y ait un Vatican II, si je puis m'exprimer ainsi, au niveau de l'islam, pour dire, voilà, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Merci Bernard Debré de ces réflexions sur l'islam, sur la radicalisation. Et nous allons marquer une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens. Nous vous retrouverons dans un très court instant avec les 3 journalistes. Et nous nous retrouvons pour la 3e partie de ce Face aux chrétiens avec Bernard Debré, ancien ministre, député Les Républicains de Paris. Il est interrogé par Corinne Laurent de la Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Et nous allons parler de la présidentielle. On sait que Bernard Debré soutient François Fillon. Mais j'ai une question d'abord. D'où vient votre anti-sarkozysme quasi primaire, Bernard Debré? D'abord primaire... c'est un petit peu exagéré. J'étais très sarkozyste. J'étais au gouvernement avec lui. J'ai fait sa campagne de 2007 et j'ai fait sa campagne de 2012 parce que c'était lui le candidat et que je ne voulais pas de François Hollande. Mais depuis... Mais nous avons souffert pendant 5 ans. Et il avait une méthode de gouvernement qui ne me plaisait pas. Je ne vous donnerai pas des exemples. Aussi peut-être un. Mais par exemple, sa ministre... de l'information, ou de la culture, était en train de défendre son budget quand on lui a passé un papier en lui disant « Nicolas Sarkozy a décidé de supprimer la publicité à la télévision publique ». Elle n'était pas au courant. C'est pas fondamentalement agréable. En plus de ça, j'ai été assez frappé par aussi bien sa politique intérieure économique qui me gênait, parce que j'ai promis, je faisais ci, je ferais ça, l'impôt sur la grande fortune, tout ça, je supprimais, rien. Et puis, la politique étrangère. Et j'ai eu une expérience qui m'a un peu gêné, c'était, il a voulu que je l'accompagne, il a voulu que je l'accompagne en Chine, je n'ai pas besoin d'aller avec lui, puisque je suis professeur à Shanghai. Et il a voulu, et pour inaugurer les Jeux Olympiques, il est resté moins d'une journée. On était à 5h du matin, il est parti à 8h du soir. Et je trouve que c'est assez un mépris vis-à-vis des chefs d'État, bien entendu, mais même du peuple chinois, comme il l'a fait partout. Alors, en plus de ça, sont arrivées des affaires. Certes, il y a eu des non-lieux. Enfin, ses comptes de campagne ont été invalidés, pas pour rien. Certes, c'est mon frère jumeau qui était président à l'époque du Conseil constitutionnel, mais il ne l'a pas fait comme ça sur un coup sur une pulsion méchante. C'était parce que c'était la recommandation du Comité national des comptes de campagne. Et puis surtout, je vois absolument pas qu'il ait changé. On avait des difficultés, il a été battu en 2012, et il recommence, et vous nous voyez en 2017 avec François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Poutou, Besancenot, les mêmes. Mais que le monde entier va s'esclaffer en disant non. Ils ont osé. Alors, voilà. Pourquoi Fillon ? Alors, on va laisser à Corinne Laurent de la Croix le soin de vous poser des questions, justement, sur François Fillon. Oui, on connaît la rigueur de François Fillon. On sait qu'il n'a pas menti quand il a été nommé Premier ministre. Il a rapidement dit que la France était en faillite. Mais là, vous appelez à un changement, un renouveau. On le comprend. Mais qu'est-ce qui fera... qu'est-ce que François Fillon a comme atout pour faire oublier qu'il a été le collaborateur de Nicolas Sarkozy, comme c'est ainsi que le définissait l'ancien président. Et évidemment. Voilà. Il disait le collaborateur, comme il avait traité mon frère Jean-Louis, président du Conseil constitutionnel, de connard. Ce qui est quand même d'une très grande politesse. Bon. François Fillon a été Premier ministre pendant 5 ans. Je l'ai vu tous les mois. Et c'est vrai qu'il y a eu 2 phases. La première, une phase
euphorique que nous avons tous eu. Et puis on a vu se dégrader la politique. Et il a dit lui-même, je reste pour essayer de sauver ce que je peux sauver de mon éthique et de mon sentiment. Et la deuxième phase, c'est quand, souvenez-vous, que les Français se souviennent, il y a eu en 2010 une hésitation en octobre, est-ce qu'on change de Premier ministre ou pas? Et j'étais dans le bureau de François Fillon, et on en a parlé. Et je lui ai dit, François, effectivement, tu pourrais démissionner, parce que tu te lancerais de façon plus libre, plus tard, dans la politique et au sommet. Et il a préféré rester parce qu'il s'est dit, c'est justement à ce moment-là qu'on a besoin de mettre des barrières, de garder une certaine éthique. Et François Fillon est un honnête homme et qui a une certaine éthique, en plus de son programme que je trouve très élaboré. Une question d'Alain Baron, Radio Notre-Dame. Certains lui reprochent de ne s'être pas présenté à la mairie de Paris. Certains disent que c'est par manque de courage. Vous regrettez aussi cet épisode? Je vous le dis très clairement, c'est quand il a voulu venir à Paris, j'ai fait sa campagne avec beaucoup de vigueur et je lui ai dit, si tu viens à Paris, c'est pour être maire de Paris. Et il a eu 2 arguments. Le premier, c'est je suis trop jeune à Paris, je ne connais pas Paris. Et donc, je vais arriver, et j'ai dit, mais attends, Jacques Chirac, quand il est arrivé, mais c'était un contexte peut-être un peu différent. Parce que Paris, d'abord, c'était la première fois qu'il y a un maire, Jacques Chirac, il n'y avait pas de maire avant, il était nommé, et puis Jacques Chirac avait dégagé le terrain. Là, il faut reprendre des arrondissements qui sont à gauche, beaucoup d'arrondissements, c'est très difficile, très difficile. Et il faut bien connaître. Donc, ils ne connaissaient pas, et il y avait aussi un peu un panier de crabes à Paris. Tous voulaient garder leur précaré, etc. Et il me disait, à juste titre, ça va prendre beaucoup de temps alors que je veux me présenter à l'élection présidentielle, et que j'ai besoin, même à cette époque, parce qu'on savait que la préparation des élections à Paris, c'était avant l'élection présidentielle. On savait que Nicolas allait être battu. Donc il voulait se donner pleinement à l'élection présidentielle. Une question de Romain Mazneau de RCF. Est-ce que les scores plutôt modestes qu'il a pour l'instant, je dis bien pour l'instant dans les sondages, ça ne s'explique pas par ce discours de rupture? Il dit qu'il veut faire sauter les verrous. Ça ressemble un peu au discours de Nicolas Sarkozy en 2007. On a vu que le succès n'avait pas été toujours au rendez-vous. Est-ce que les Français ne sont pas un peu désabusés par ce type de promesses, du type on va passer de l'ombre à la lumière, je vais casser la baraque, comme il dit? L'ombre à la lumière, c'est déjà Il a dit qu'il allait casser la baraque. Il a dit qu'il allait casser la baraque. Oui, il allait casser la baraque parce que nous sommes arrivés à un moment donné où il y a 2 solutions. On continue, c'est-à-dire qu'on essaye de changer tranquillement, mais petit à petit. Le monde ne nous attendra pas. L'économie ne nous attendra pas. Et là, on s'effondrera. Ou bien on dit la vérité. Quand il a été Premier ministre, il a dit « Je suis à la tête d'une France en faillite ». Ça lui a été reproché. Mais c'était vrai. Et là, il dit « Si vous voulez, je dis la vérité, et si vous voulez me suivre, suivez-moi ». Je ne vais pas faire l'inverse. Exactement ce que fait François Hollande aujourd'hui quand il ouvre son chéquier pour payer tout le monde, même s'il n'a pas l'argent. Il dit « Moi, j'ai un certain nombre d'idées, j'ai un certain nombre de volontés, j'ai un certain nombre d'actions, je veux les expliquer, suivez-moi. » Donc ce sera la baisse massive des impôts, de l'impôt sur les sociétés, la suppression de l'ISF, la baisse des charges très forte. Ça veut dire qu'il veut relancer l'emploi, enfin. Et il faut qu'il relance l'emploi. L'alternance, la baisse des impôts sur les sociétés, les facilités d'embaucher, mais aussi de ne pas embaucher, de licencier. Dans ce que vous dites, on a l'impression que c'est plus une différence de degré par rapport à ce que fait François Hollande aujourd'hui, c'est-à-dire aller plus loin dans le libéralisme qu'une différence de nature véritablement. C'est-à-dire les baisses de charges, il y a déjà eu, c'est aller plus loin dans la baisse des charges, aller plus loin dans la flexibilité. Oui, mais pardonnez-moi, les baisses de charges, elles arrivent après des hausses de charges gigantesques.
Vous savez, quand on a un malade et qu'on lui a donné des médicaments épouvantables pendant le début de sa maladie, c'est quelquefois difficile à rattraper. Alors là, oui, il arrive, il essaye, au dernier moment, il reste moins d'1 an, et là, il va faire des baisses, il va augmenter les rémunérations. Il faut aller beaucoup plus loin, vous l'avez dit, mais différemment. La loi El Khomri est caractéristique. Nous avions une loi qui avait été un peu, j'allais dire, fomentée, écrite par Macron et quelques personnes qui avaient une certaine notion de l'entreprise. Elle a été édulcorée. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont édulcorée n'ont jamais été dans l'entreprise. Et ils sont mus par une idéologie absolument dévastatrice. Alors François Fillon nous dit, voilà, mon programme. Tout le monde s'accorde à dire que c'est le plus élaboré. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un programme qui pourrait aider la France à s'en sortir. Mais maintenant, il faut le faire comprendre. Mais moi, je préfère un homme comme ça que quelqu'un qui viendrait, comme aujourd'hui, X ou Y, pour qu'il n'y ait pas de méchanceté de ma part, il y en a eu suffisamment. Eh bien, écoutez, vous voulez quoi? Mais d'accord. Et vous? Mais bien entendu. Et donc, on va aller ratisser large. Ce n'est pas ça, la politique actuelle. Une question de Corinne Laurent de La Croix. Ce programme dont vous dites qu'il est le plus construit, le plus achevé parmi les candidats à la primaire à droite, vous le qualifieriez comment? De libéral? Et puis j'aurais une question, que reste-t-il de gaulliste dans François Fillon? Ah ben son attitude, c'est de dire voilà ce que je veux, suivez-moi. Et ne pas dire l'inverse, qu'est-ce que vous voulez, je vais vous suivre. Ça, par définition, c'est le gaullisme. Voilà ce que je veux, suivez-moi. Et puis, il ne faut pas tout mettre sous l'égide gaulliste. D'ailleurs, les socialistes s'en prévalent aussi beaucoup. Alors, je veux dire, il a cette volonté de travailler, d'assimiler, d'associer, de demander. Alors, on dit la société civile, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, c'est-à-dire des employés, des ouvriers, des gens, pour comprendre. Et non pas pour les suivre, pour essayer d'abord de comprendre, et une fois qu'on a compris, élaborer quelque chose. Moi, ce qui me frappe, aujourd'hui, et je suis gêné pour le dire, c'est que tout le monde sort de l'ENA, et d'ailleurs de la même promotion Voltaire. Alors je sais que l'ENA, c'est mon père qui l'a créé, c'était à l'époque formidable, c'était merveilleux, parce qu'on sortait de la guerre. Mais, or, l'ENA, point de salut. Il faut qu'il y ait maintenant plus d'écoute, plus de compréhension, qu'on ait mis les mains dans le cambouis. C'est pour ça que j'ai fait, je ne vais pas citer un exemple de la politique, parce que je suis avant tout chirurgien, enseignant, je vais partout dans le monde, mais je fais en plus de la politique. Et François est en train de nous faire un programme dans ce genre-là. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Précisément, beaucoup d'observateurs reconnaissent qu'il a bien travaillé, qu'il a travaillé en profondeur, qu'il a fait un projet, mais ça n'imprime pas, comme on dit. Et notamment, dans les sondages, il est quand même très bas. Comment vous expliquez ça? Comment va-t-il remonter? Et comment, oui. Ah ben, demandez à François Hollande comment il est remonté quand il avait 3% des sondages et qu'il a été élu. Mais la question, je vous la pose à vous. Moi, je la pose, et on se l'est posée à de nombreuses reprises. D'abord, il a la volonté d'aller partout, il est en train de le faire, et je vous assure qu'il y a du monde. Il y a quelques jours, nous avons eu une réunion à côté d'ici, à Issy-les-Moulineaux. Il y avait 1000 personnes, et comme on était reliés en vidéoconférence avec des dizaines d'endroits, on considère qu'il y a eu entre 6 et 7000 personnes qui ont écouté et posé les questions. Ça, il faut y aller. Il faut se démultiplier. J'y vais à mon modeste niveau, un peu partout, avec d'autres députés, mais aussi avec des sénateurs et avec des chefs d'entreprise pour mobiliser les Français là où on peut aller les mobiliser. Voilà, et il faut qu'il passe à la télévision et qu'il ait cette pugnacité que peut lui donner son programme. Eh bien, qu'il vienne à
Face aux chrétiens, on l'accueillera. Vous savez, Mais oui, dites-le bien lui. sûr. Romain Mazenot de RCF. 11 RCF. 11 candidats à la primaire de la droite, c'est beaucoup. À qui profite cette avalanche de candidatures? Mais pardonnez-moi, il n'y a pas 11 candidats. Des déclarations d'intention de Ah ben candidature. voilà, il pourrait y en avoir 500. Après, il y a les critères, effectivement. Ben voilà, remplis. donc il y en aura beaucoup qui n'auront pas réuni ces critères. Il faut quand même 20 signatures de députés, sénateurs ou de députés européens. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a que 400 possibilités. Donc, chacun veut son quart d'heure de gloire, c'est ça, pour exister. Mais parce que vous leur donnez ce quart d'heure de gloire. Il suffit d'être candidat à la candidature de la candidature, parce qu'il faut être candidat à la candidature. Il y en aura combien au final de Je candidats? pense qu'il y en aura 6 ou 7. Dont Nicolas Sarkozy. Bien entendu. Même avec ses ennuis judiciaires. Mais bien entendu, il ne peut pas s'en passer. C'est une drogue pour lui. Allez, une dernière question Pour de nous Corinne. aussi. Très courte. Très courte alors. Vous n'avez pas peur que ce scrutin de primaire se déroule avec quelques difficultés? Le premier caillou, c'est ces jours-ci le vote des Français à l'étranger dans le scrutin. Comment est-ce que c'est un obstacle? Est-ce que c'est une difficulté? Mon fils habite à l'étranger, il habite à Singapour. Et par hasard, hein, uniquement, il est filloniste. Uniquement par hasard, pas par atavisme faible. Mais il sait comment il va voter par intermédiaire d'Internet, etc. Et je crois que ça se passera comme il le faut. Merci beaucoup Bernard Debré de cette intervention face aux chrétiens. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Et pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route et qui voudraient regarder dans l'intégralité, allez sur les sites de nos 3 médias. Et on se dit bien évidemment à la semaine prochaine.